Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc Levenstein. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire général de Défi, mais vous êtes aussi député bruxellois et échevin à Forêt. Tout d'abord, une réaction à ce qui s'est passé aujourd'hui. Le règlement de travail qui interdit le voile dans une entreprise n'est donc pas discriminatoire directement. C'est ce qu'a décidé la Cour européenne de justice. C'est bonne ou mauvaise nouvelle ? Alors, j'ai pas lu l'arrêt la décision de la Cour de justice, mais ça me semble aller dans le bon sens. Ça va dans le même sens d'ailleurs que les avis que le Conseil d'État a pu remettre, notamment sur certaines propositions qui ont été déposées sur la précédente législature par notre parti, par l'intermédiaire de Diego Zouin notamment, et tous les députés de l'époque, qui visaient à interdire le port de signes convictionnels, notamment dans les administrations publiques, dans les écoles publiques, etc. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, reste au niveau, on parle d'une entreprise privée, nous, évidemment, on parlait plus du volet public et de la perception que le citoyen peut avoir du service public. Maintenant, reste à voir comment ça va se mettre en place au niveau bruxellois, au niveau belge, au niveau des entreprises d'un côté, mais au niveau des administrations publiques de l'autre. Est-ce que ça va donner une nouvelle impulsion pour légiférer de manière plus globale et ne plus donner la responsabilité, notamment aux directions d'école, ou la responsabilité à chaque administration communale ou chaque administration publique? Ça serait une bonne chose qu'il y ait une législation qui soit plus générale. Vous préférez une règle claire pour tout le monde? Tout à fait. Alors, vous avez sorti un communiqué hier chez Défi annonçant que vous aviez demandé à 191 mandataires Défi de remettre une déclaration avec leur rémunération, avec leur mandat. 181 de ces 191 ont déjà répondu à la date du 15 février, donc ça c'est plutôt un bon résultat. Et les règles sont plutôt respectées, c'est plutôt un bon bulletin pour les élus Défi. Donc l'objectif, donc sur 191 mandataires qui exercent un mandat rémunéré, ça veut dire aussi, et à côté de ça, il y a d'autres mandataires qui exercent des mandats à titre gratuit. C'est aussi important de le rappeler. Tout mandataire politique n'exerce pas spécialement un mandat rémunéré, mais en ce qui concerne les mandataires rémunérés, on voulait s'assurer d'abord que les règles soient respectées, s'assurer aussi de la transparence interne par rapport à tout ça, voir si les mandataires étaient bien présents lors des réunions, parce que ça ne vaut pas la peine de mettre un militant ou un mandataire dans une SBL ou dans une intercommunale ou à telle ou telle place, si ce n'est pas pour qu'il exerce réellement son travail. Donc, d'ailleurs, ça, il y en a un que vous avez vérifier. viré, là, à Sibelga, il y en a un qui ne venait pas aux réunions. Donc l'exercice qui a été réalisé a permis de faire ce contrôle-là, de vérifier aussi s'il n'y a aucun mandataire qui est lié à la règle des 150% qui la dépasse. Ce n'est pas le cas. Mais aussi de vérifier, à côté des rémunérations, quels sont les avantages de toute nature qui sont octroyés dans certaines intercommunales notamment, ou via certaines fonctions, parce que ce n'est pas tout la rémunération, il y a aussi les avantages de toute nature. Certains font des déclarations du fait qu'ils cumulent, de dire « Ah, mais je ne perçois pas ma rémunération ». C'est intéressant de savoir aussi ce qu'il y a comme avantage derrière, et s'il ne perçoit pas la rémunération, peut-être que les avantages sont tout aussi intéressants pour lui. Et donc, pour ce qui concerne la personne donc le travail qui a été fait de screening, d'analyse des déclarations sur l'honneur, on a remarqué en effet qu'une personne ne participait pas aux réunions de l'intercommunale à laquelle il était lié, et donc il sera remplacé très prochainement. Donc les procédures sont en cours. Donc plutôt content, même s'il y en a encore 10 qui n'ont pas encore répondu complètement. Alors, donc, sur les 191, on est aujourd'hui à 184 réponses. On a déjà 3 de plus. Il reste encore 2 conseils communaux qui n'ont pas encore répondu. Mais 5 autres qui ont déjà répondu sous une forme. En gros, ils ont envoyé les informations par mail, mais pas sur la déclaration bonne et due forme. Donc en gros, il reste 2 personnes qui ont jusqu'au 20 mars pour transmettre ces informations. Alors, je vais vous demander de réagir à ce qui se passe pour l'instant à Namur, dans cette fameuse commission Publifin, où il y a des présidents de comités de secteur, comme ça s'appelle chez Publifin. Et il y a le cas de ce monsieur Emmons, qui a déclaré hier en pleine commission, en fait, moi, je n'étais qu'un plouc chez Publifin, donc j'ai été nommé là par mon parti, mais j'y connaissais rien, j'avais rien à dire, donc c'est pas de ma faute.
Quel est le rôle exact d'un mandataire quand le parti lui dit ben, « toi, tu vas aller chez Sibelga ou ailleurs et tu vas suivre toutes les réunions », qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Mais l'objectif d'un mandataire, c'est de contrôler la manière dont les deniers publics sont gérés, de contrôler la manière dont la structure publique qui offre un service public à la population est gérée. Et ça ne doit pas servir, comme c'est le cas bien trop souvent, de l'eau de consolation pour des mandataires qui ont eu pas mal de votes préférence, mais pas assez pour être échevin C'est parfois le cas, ça? Bien sûr que c'est parfois le cas. Et donc l'objectif, en tout cas chez nous, est le fait de suivre aussi, parce qu'on a des contacts bien sûr avec nos mandataires dans les intercommunales notamment, c'est de vérifier c'est d'avoir un retour aussi sur leur travail. Parce que l'objectif, c'est d'être là pour contrôler et pas juste pour siéger et toucher son jeton de présence. Donc là aussi, parmi les réformes que le gouvernement a mis en place, qui a d'ailleurs déjà été implémentée au niveau de la SRIB depuis le 1er mars, le fait d'avoir juste un jeton de présence à chaque participation, mais pas un montant fixe, sans distinction du fait qu'on soit présent ou pas, ça va dans le bon sens. Mais l'important, c'est que les gens s'investissent vraiment dans leurs fonctions et qu'on mette des gens qui sont capables de contrôler et qui jouent vraiment le rôle de contrôle et de mandataire. En tout cas, avec ces déclarations détaillées, vous montrez l'exemple aux autres partis. Il y a un autre sujet dont j'aimerais parler avec vous, c'est ces crises communautaires qui existent quand même toujours un peu. On l'a vu là à Halle, Défi a commencé à distribuer un tract assez innocent qui parlait de l'actualité de la commune. On voit à la une de ce tract de la section de Défi qu'on parle de la piscine, qui pose un problème. Mais des échevins, à la fois NVA et SPA à Halle, ont dit que ce tract avait un caractère, niait le caractère néerlandophone de la ville et que donc il fallait absolument détruire ces tracts, il fallait les rendre à la commune et il fallait ne pas les distribuer. Ça veut dire que cette crise communautaire, elle existe toujours? Ben, elle existe, je pense qu'elle n'a jamais cessé, même après la 6e réforme de l'État où on pensait que tout allait être résolu. Bon, ici, sur cet épisode particulier, je veux dire que ce qui est excessif est insignifiant et que c'est facile d'essayer de taper sur des petits épisodes comme ça, de créer des incidents là-dessus. Ça montre aussi qu'on n'arrive pas à se concentrer sur le principal. Et justement, dans cette 6e réforme de l'État, il y avait notamment la création de la communauté métropolitaine, qui a une incidence claire au niveau de la gestion bruxelloise de la mobilité, mais aussi ça a un intérêt au niveau économique, au niveau culturel, à toute une série de niveaux. Et ça, on n'arrive pas à s'entendre là-dessus. Alors c'est facile de créer des bisbrouilles sur des petits épisodes qui n'ont aucun intérêt, mais ça serait bien que les politiques, notamment les dirigeants des communes de la périphérie, mais aussi le gouvernement flamand, s'intéressent plus au sort de ses habitants dans la périphérie et au lien entre la périphérie et Bruxelles. Mais notamment sur la mobilité, ça pourrait s'améliorer. On a parlé en commission des infrastructures de la possibilité que Villo, par exemple, sorte des frontières de la région bruxelloise. C'est possible, ça? Alors, c'est tout à fait possible. Je sais que j'ai posé la question au niveau au ministre Smet, qui a annoncé que la balle est aujourd'hui dans le camp des communes flamandes et de la province, de la province pour vérifier au niveau juridique comment étendre le système Villo bruxellois aux communes de la périphérie. C'est une initiative parmi d'autres, mais à côté de ça, je veux dire, c'est peut-être la plus facile à régler, mais à côté de ça, il y a des dossiers qui traînent depuis très longtemps. Je pense notamment au parking de dissuasion en dehors des frontières du ring. Je pense à la prolongation des lignes de tram, qui est importante, et au service qui doit être offert, enfin, qui doit être prodigué aux navetteurs, mais aussi au bénéfice des Bruxellois. Aujourd'hui, chaque jour, il y a environ 400 000 navetteurs qui entrent à Bruxelles, dont 60%, donc environ 220 000 personnes qui entrent en voiture chaque jour, et souvent seules en voiture. Donc ça crée une congestion énorme à Bruxelles, ça coûte de l'argent à tout le monde. Je pense que c'est 22 millions d'euros par jour en Belgique. Ça, c'est le coût de la congestion qui a été estimé par l'OCDE, par la FEB et l'UCM. Ce sont des montants qui sont importants et donc il y a des mesures importantes à prendre, une responsabilité qui doit être générale. Et ce n'est pas juste Bruxelles qui doit gérer Bruxelles, ça doit être géré de manière concertée avec les régions flamandes, la région wallonne et le fédéral. Et pour l'instant, on est loin d'être
d'être là avec des résultats concrets. Et ce n'est pas l'extension du Vilo qui va cacher la forêt des embouteillages. En tout cas, il ne faut pas que ce soit le cas. Ça peut exister, mais ça n'est pas une fin en soi. Alors, il y a un autre domaine qui vous passionne, c'est tout ce qui est geek et codage informatique. Et vous avez lancé l'idée de peut-être organiser, comme en France, un hackathon contre le terrorisme, finalement. Alors, ce n'est pas mon idée. C'est bien de le reconnaître. Non, c'est important de le dire. Oui. Donc, c'est l'idée du gouvernement bruxellois, à l'initiative du ministre-président et de la ministre Bianca de Batz. Donc, l'objectif du gouvernement est de créer un hackathon comme ce qui a été créé à Paris après les attentats de novembre. C'est quoi un hackathon ? Un hackathon, donc, en gros, c'est une réunion de développeurs pour mettre en place des prototypes, des projets... donc de créer une certaine émulation entre développeurs. Hackathon, donc c'est hacker et marathon, on va dire c'est la contraction des deux. Et ça permet de mettre tout le monde dans une même pièce et d'essayer de réfléchir ensemble à la manière de développer au mieux différents prototypes. Et l'objectif ici, ça peut être une application. Exactement. Exactement. Et l'objectif ici, donc, c'est notamment de lutter de prévenir la radicalisation. Ce sont les objectifs, en tout cas prévus par le gouvernement, prévenir la radicalisation, identifier des menaces terroristes, améliorer les interventions des services de secours et améliorer la communication et l'information publique. Alors, vous allez me dire, ce sont des vastes chantiers, vastes objectifs. C'est pour ça que je suis intervenu là-dessus. C'est parce que donc, la région subsidie l'initiative à hauteur de 110 000 euros. L'objectif, c'est que cet argent soit utilisé à bon escient et puisse arriver à des résultats concrets, donc à mettre en place toutes les conditions pour que ce hackathon réussisse. Il va avoir lieu la semaine prochaine. Finalement, il est reporté, je pense, au mois de mai. Voilà, moi, j'espère que ça apportera quelque chose. On l'a vu en France, par exemple, suite aux attentats. Il y a une application intéressante qui a été développée qui vise à contrer les discours de haine, notamment via un système technologique qui permet d'aller rechercher les personnes qui suivent quelqu'un sur Twitter, et ce quelqu'un profère des discours de haine, et d'envoyer à tous ses destinataires des contre-discours pour aller dans l'autre sens. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, donc on espère que ça n'accouchera pas d'une souris et qu'on arrivera à un service optimal pour les citoyens. Merci Marc Loewenstein, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.